Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. J'ai voulu imiter Maïté. C'était Maïté, ça. Vas-y, imite Maïté, toi, pour voir. Moi, imiter Maïté. Vas-y. Les ortolans. C'est inimitable. Moi, je sais pas faire l'accent Bah non, je suis du Nord. Attends, je le fais. Ah bah alors, mon petit... Ah, mais c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Nous voici dans notre cuisine. Ouais, je suis du content. C'est la première fois que je vois cette pièce dans la maison et faut dire que c'est plutôt pas mal. Les seules fois où on est venu dans la cuisine, c'était sur la chaîne Twitch de Pepperpot. Enfin, en dehors de notre vie quotidienne. D'habitude, on y vient quand même. C'est la première fois qu'on la voit sur la chaîne YouTube Pepperpot. Et il y a une bonne raison à cela. Eh bien, c'est parce qu'en fait, on va faire le Ham and Cheese Toasty and Pumpkin Latte. Okay. J'aurais pu le dire. Hein. Vas-y. It's the flash toasty and latte. Tu parles aussi bien anglais que j'imite Maïté. Donc le Ham and Cheese Toasty and Pumpkin Latte, c'est le plat que le 15e Docteur va ramener dans l'épisode Joy to the World, l'épisode de Noël 2024. C'est un truc qui s'est cassé la gueule derrière moi. C'est pas grave. Pourquoi tu shootes dedans? C'est comme ça, c'est la cuisine. Donc dans Joy to the World, qui est l'épisode de Joy Noël. Joy Noël, qui est l'épisode de Noël 2025 de Doctor Who. 2024, je suis dans le turfu. 22h, c'est pas une heure pour tourner une vidéo. Oh mais là j'ai faim moi. On a vraiment mis cet tablier parce que là, comme vous voyez les ingrédients qu'on a ici, on va faire des trucs très compliqués. C'est vraiment fou de faire une vidéo là-dessus. Le Ham and Cheese Toasty, bah, c'est un croque-monsieur. Donc nous avons donc besoin de pain de mie, de beurre, de jambon et de cheddar. Alors, je tiens à le préciser parce que là, c'est du carnet 100%. C'est des recettes qui sont carrément véganisables, sans aucun problème, jambon, avec du jambon végétal, de la margarine et du fromage végétal. Pour le pumpkin latte, les végétales. Bref, c'est complètement véganisable, il n'y a aucun souci avec ça. Donc du coup, tu es en train de me dire qu'on va faire une vidéo pour faire un croque-monsieur, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un croque-monsieur. C'est du pain, du jambon, du fromage et du beurre. Il a des petites subtilités. Et sinon, après le pumpkin latte, ça c'est un peu plus complexe. Nous allons faire en deux parties. Il y a d'abord un sirop de citrouille à faire. Donc pour ça, on a besoin de citrouille. C'est pas une citrouille, ça, Pauline. Non, c'est du potiron. C'est une courge. On peut faire ça avec n'importe quelle courge. Vous pouvez prendre potiron, potimarron, butternut, on s'en fout. Là, c'est du potiron, 200 grammes. Ensuite, on a également du sucre. Ensuite, on va mettre des épices à l'intérieur parce que normalement, ça s'appelle un pumpkin spice latte. Alors, on peut le faire tranquillou bilou à la France. Tranquillou bilou. Tranquillou bilou à la française. On peut le faire tranquillou bilou à la française, donc avec un mélange pain d'épices. Le mélange pain d'épices, c'est cannelle, badiane, clou de girofle, graines de coriandre, anis, gingembre et muscade. Heureusement que j'ai mon écran juste là pour le dire. Ah d'accord, je me disais, mais déjà je pensais que t'inventais des mots en fait. Ouais, cannelle, badiane, ziblouflict, kaki poudé. Donc voilà, vous pouvez prendre un mélange pour pain d'épices tout fait. Je connaissais pas badiane. Hein, tu connais pas badiane? C'est des espèces de petites étoiles. C'est très mignon. Ah d'accord, c'est ça. Moi j'appelle ça les petites étoiles. C'est pas anisé ces trucs-là? Un petit peu, ouais. Donc bref, ça c'est le mélange pour pain d'épices. Il y en a des tout faits, voilà, vous pouvez juste utiliser ça. Mais nous, on va essayer d'utiliser les vraies épices du pumpkin spice latte. Cannelle, muscade et clou de girofle. Et de Zanzibar. J'ai des petites anecdotes à raconter en cours de route. Je vais t'apprendre les histoires des clous de girofle de Zanzibar. Ah yes. J'espère que t'es hypé. Moi je connais ça de... Alors si je me souviens bien, je sais plus, mais ça me faisait marrer les clous de girofle de Zanzibar. Bref, pour faire notre sirop, on va aussi avoir besoin d'une gousse de vanille ou alors tout simplement d'extrait de vanille si vous n'avez pas envie de vendre un rein. Avec ça, on va faire un sirop de citrouille. On peut également faire de la purée de courge, ça marche aussi pour la recette. Il y a dans la description la recette, c'est si jamais vous voulez quelque chose de moins sucré, de plus épais. Nous, on va faire le sirop de citrouille parce que ça conserve plus longtemps et donc comme ça, on pourra s'en servir plus longtemps. Bah, j'espère que c'est bon quoi. Ensuite, eh bien, il y a le pumpkin spice latte lui-même. Pour ça, on va avoir besoin de café. Moi, je bois pas de café. Ouais, Marc Auchan. Marc Auchan. Pas de placement on a produit. pris tout, un peu de tout. On a pris du U. Du Cros, du Auchan, grand fromage. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Représente Béguincé, le Nord-Pas-de-Calais, le sucre. Donc bref, normalement, ça se fait avec du café. Personnellement, je n'aime pas le café, donc toi, tu vas en avoir un au café. Et moi, je vais en avoir un au thé. Il est également possible de le faire uniquement avec du lait. Donc pareil, en description, si vous voulez un peu les dosages. Ensuite, on va avoir besoin de lait,
On va avoir besoin du sirop de courge qu'on aura préparé, d'un petit peu de chantilly et d'une belle pincée de cannelle sur le dessus. On va pouvoir maintenant passer à la préparation. Bah vas-y, prépare ça. On va commencer par couper le potiron. Ah oui, alors moi j'ai senti le potiron tout à l'heure et je me suis dit... Et je trouve que ça sent beaucoup à un melon. Je n'avais jamais remarqué, mais tu as raison. Ça sent le melon. Ça sent vraiment le melon. Ça sent très fort le melon. Ce sont tous les deux des cucurbitacées. Il faut 200 grammes pour faire le sirop. Bah, avec le reste, vous faites une soupe, quoi. Faudra manger de la soupe pour vous faire plaisir, là. Pas de gâchis. Le potiron s'épluche. Si par exemple vous prenez du potimarron, vous pouvez le cuire directement avec la peau. Donc c'est moins chiant. C'est aussi passionnant qu'un unboxing de tournevis Sonic. Oui, alors qu'est-ce que c'est tes anecdotes, par exemple? T'as une anecdote, là, sur... Alors, j'avais des anecdotes sur le potimarron. Parce qu'à la base, je devais acheter un potimarron, mais ils étaient trop moches. Mais le potimarron est originaire... Attends. Ah, je peux deviner? Potiron, originaire du Brésil. T'es plus ou moins sur le bon continent. Plus ou moins, c'est-à-dire Amérique du Nord, du coup. Plus ou moins du bon côté. Centrale? Amérique centrale, tout à fait. Ah, donc le Mexique? Oui. Le Mexique. Ça s'appelait la Mésoamérique. C'est cultivé là-bas depuis vieux, presque 10 000 ans. Comment c'est arrivé en Europe, à ton avis? Quand Christophe Colomb il est venu. Voilà, les invasions européennes de l'Amérique. Oh, yes. Au XVe siècle, eh bien, forcément, ils ont ramené des trucs. Donc, des potirons, trop bien. Tout le monde s'en est foutu. Genre vraiment, ça n'intéressait personne. Pourtant, ça sent le melon. Et en fait, ce sont les Portugais qui en ont trouvé après au Cambodge et qui les ont ramenés au Japon. Et là-bas, ça a vachement plu. Ils les appelaient les courges de Cambodge. Et donc, ça a été transformé en japonais en kabocha, qui est toujours le mot pour dire courge en japonais. La variété orange qu'on connaît, eh bien, elle est arrivée en Europe en 1957, amenée par une famille japonaise qui les a vendus comme étant des potirons doux d'Hokkaido. Et ils sont très rapidement devenus en France les potimarrons français. Voilà. C'est très mondial, hein, tout ça, c'est très international en fait, le potimarron. On s'est bien attribué le truc de la courge qu'on n'a pas voulu après être allé la shipper au Mexique au 15e siècle. Et là, ça revient dans les années 50, on se dit, oh bah non, potimarron français. Vous pourrez le ressortir à vos amis. Sauf que les Wouvias n'ont pas d'amis. Mais ça suffit, oui. Étape suivante. Bon, là, la courge est en train de cuire. Juste ici. On va pouvoir stériliser un bocal. Tu sais stériliser un bocal? Bien sûr, je vais faire ça tout de suite. J'ai coulé de l'eau, hein. On va pouvoir préparer le ham and cheese toasty. Pour stériliser un bocal, c'est facile. Il faut faire chauffer de l'eau. Et quand elle bout, eh bien, vous foutez le bocal et le couvercle dedans et ça va le stériliser. Est-ce que tu veux te charger de tartiner ou est-ce que je tartine? Oh non, tu fais tout, attends. D'accord. Moi, j'ai juste goûté à la fin et dire que c'est pas bon. Hein. Est-ce que c'est anglais? Attends, raconte-nous. Tu veux l'histoire du ham and cheese toasty? Eh bien, ça tombe bien, je vais te raconter l'histoire du ham and cheese toasty. Le ham and cheese sandwich, donc la version non toastée, en Angleterre, c'est apparu au XVIIIe siècle. Ça a été amené par un immigrant qui s'appelait Patrick Connolly. Et en fait, ils appelaient ça à l'époque, du coup, un sandwich Connolly. Ça s'appelle toujours comme ça dans certaines parties en Angleterre, dans les Midlands au milieu, là. Et en fait, au XVIIIe siècle, justement, il y a eu une énorme popularisation des sandwichs. Grâce à ton avis? Gérard Sandwich, je le sais. Il s'appelle le comte de Sandwich. Ah, c'est tout, le Earl of Sandwich, tu sais, comme le restaurant beaucoup trop cher au Disney Village. Voilà, Earl of Sandwich. Donc le comte de Sandwich qui a popularisé en fait ce mets. Donc ici on va tartiner de beurre des deux côtés. C'est très anglais. Comme ça, si ça tombe obligatoirement du côté où il y a le beurre. Et ça, c'est quand même malin. Hein. Pour ce qui est de la partie un peu gratinée, eh bien, le grilled cheese, donc sans le jambon, juste le fromage grillé, gratiné. La première fois qu'on en a entendu parler, c'est dans un livre de cuisine qui date de 1861. Et donc, c'était avec une cuisson au four. En 1861, ils se sont dit, tiens, si on mettait du beurre sur les tartines. Non, du fromage. C'est le fromage. Même du fromage. Non, parce que ça se faisait pas forcément. D'accord, je sais pas, j'y connais pas grand-chose en histoire de la nourriture en vrai. Mais ensuite, en fait, le gros boom, ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a commencé vraiment à faire des tartines de fromage. Disons des tartines qui ressemblent à peu près à ce qu'on a aujourd'hui, on va dire. Ça se faisait pas vraiment avant, en plus t'as l'avènement un peu de la nourriture industrielle et tout ça. Du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était juste une tranche avec du fromage dessus, fondu ou non. Et ensuite, quand il a commencé à avoir un peu plus de pain, ils ont foutu une deuxième tranche. Donc ça, c'est surtout aux États-Unis. D'accord. Mais bon, les Anglais, ils ont fait pareil. Et en fait, le grilled cheese moderne est apparu dans les années 60. Parce que, c'est dans les années 60 qu'est apparu le fromage en petites tranches sous plastique.
Ah oui, des trucs... Les tostinettes. Les trucs, ouais, d'accord. Et donc, comme les tostinettes sont apparues, c'est là où ça s'est démocratisé. Je vois que t'as pas pris ça, d'ailleurs. On a pris du truc de supermarché, hein, c'est de la bouffe anglaise, on va pas non plus faire un effort. Mais après, si vous voulez acheter des tranches de bon cheddar ou d'un autre fromage qui font bien, des bonnes tranches de jambon et du pain, eh bien écoutez, faites-vous un kiff. Quand j'étais petit, j'adorais les trucs de fromage sous vide, là, enfin, dans du... Ouais. C'est pas vraiment sous vide, dans du papier, les tostinettes, là, ouais. Les tostinettes, j'adorais ça. Aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Oh, ça dépend comment c'est fait. J'en utilise parfois. Ouais, bah, je préfère ça. Quand je mets ça. Je préfère ça, tu vois. Et ensuite, bon, bah, en réalité, les premières traces de vrai ham and cheese toasty, eh bien, ce sont les croque-monsieur. Ça vient de où, les croque-monsieur? Bah, de France. D'accord. Mais les Anglais aiment beaucoup mettre avec des pickles. Tu sais, des légumes marinés, ça, ils aiment bien. Mais la recette de Dr. Who, c'est pas le cas. Le croque-monsieur, ça date... deviner? Vas-y. 1800... Non, 1900 quand même. 1912. Non, fin 1800, 19e siècle. Fin 19e siècle. 1912, c'est pas trop mal tenté. Parce que c'est à peu près le moment où ça s'est vraiment popularisé. En fait, ça existait déjà avant parce qu'on a des traces dans la littérature. Mais au début du XXe siècle, vers les années 1910... dans les années 1910, il y a en fait un bistrotier parisien qui a... mis à sa carte le croque-monsieur et ça a été un véritable carton. Et donc il y a une légende qui dit que le nom viendrait du fait que les autres bistrotiers n'ont pas apprécié en fait ce succès soudain et seraient mis à répandre la rumeur selon quoi ils mettaient des bouts d'humains dedans et qu'il était cannibale et donc c'était un croque-monsieur. Et c'est complètement bullshit, vu que le nom existait déjà avant, mais maintenant on le sait aujourd'hui parce qu'on a des sources plus anciennes. Mais ça s'appelait déjà Croque-Monsieur. En fait, ça s'appelait déjà Croque-Monsieur avant qu'il le mette à la carte du resto. Donc bon. Et du coup, les autres se sont dit, hey, ça s'appelle Croque-Monsieur, on va faire croire qu'il y a vraiment du monsieur dedans. C'est ça en fait le truc. Bah, c'est peut-être plus ça du coup. Mais parce que avant, c'était expliqué pourquoi ça s'appelle Croque-Monsieur. En fait, bah, on sait pas. Et le Croque-Madame, ben, c'est une invention nettement plus récente. Parce que le croque-madame apparaît en 1948. J'en suis à ma dernière tartine et j'ai plus d'anecdotes. Est-ce que tu peux aller regarder si le potiron est cuit, s'il te plaît? Bien sûr, Pauline. Ah, j'ai fait un trou. Je vais faire ça tout de suite. Il n'a pas vu le trou. J'ai mis une bonne couche de beurre. Regarde, devine quel ennemi de Doctor Who je fais. Un macra? Bah oui, bien joué. Alors, je vais couper en deux mes tranches de jambon. Et comment on sait si c'est cuit? Bah, tu plantes un couteau dedans et si ça a l'air cuit, c'est que c'est bon. Donc, on a coupé les tranches de jambon. L'assemblage, il est vraiment d'une simplicité enfantine. Vous prenez une tranche de jambon, paf. Vous prenez une tranche de cheddar, paf. Une tranche de jambon, hop. Un ham and cheese prêt à toaster. Bah, on va se régaler, dis donc. Mais c'est bon les croque-monsieur. C'est vrai que c'est bon, mais bon... Ceux-là, ils sont faits à la poêle. C'est pour ça, tu vois, qu'ils sont dorés des deux côtés. C'est que comme ça, ils ne vont pas accrocher à la poêle. Et on va avoir un côté vraiment très doré, très croustillant. Comme les toasts dans les English breakfast qui sont eux aussi faits à la poêle. Donc ceux-là, on va les mettre de côté. Et puis, dès que le potiron sera prêt, on va pouvoir en faire une purée. Bon, un petit peu plus de 200 grammes. C'est nickel. Attends, mais devant moi. Oh. Donc on va pouvoir mixer le potimarron on n'est pas obligé d'utiliser un mixeur, on peut le faire avec un presse-purée. Vas-y, ça je vais le faire ça. Vas-y, amuse-toi bien. T'aurais dû me laisser tout faire en fait, c'est ça qui aurait peut-être été marrant. En vrai, tu te dis, vas-y, je reste, je regarde et je juge ce que tu fais. Ok, tu veux faire ça? Tu veux faire le sirop de citrouille tout ça? Il n'y a pas de problème. Non, si les gens aiment cette vidéo et qu'il y a un autre truc à manger, on pourra faire des bâtons crème anglaise ou des trucs comme ça si vous voulez. Je stérilise mon bocal. On prend un linge propre. Et comme ça, on viendra mettre son bocal dessus. Il n'y a pas besoin de le laisser sans cet temps. Mais qu'est-ce que tu fous? Voilà. Ça n'est pas beaucoup, hein. Fais attention à ne pas se brûler. Non, c'est pas énorme, hein, mais c'est parce qu'après on va mettre de l'eau et tout ça. Je mets mon bocal, je mets le couvercle. On va laisser ça tranquille, comme ça on pourra mettre le sirop quand il sera prêt. J'ai raccroché ça à Dr. Who, regarde. Je place la courge dans le saladier. Tu veux pas plutôt une cuillère? Bon, j'ai écrasé le belle courge. Je l'ai foutu dans le truc, là. Allez, hop. On va préparer le chuc. Tu vas mettre du chuc là-dedans. Tu vas voir, on va se régaler. Donc, on va mettre 240 grammes de chuc. Attends, je nettoie. Ensuite, nous avons 160 grammes d'eau. 160 grammes d'eau. Et ensuite, eh bien, on va mettre 2 cuillères à soupe d'épices. Donc, du coup, cannelle, muscade, clou de girofle. Alors, la muscade.
Pour commencer. Est-ce qu'on peut mettre du piment, par exemple? Si tu veux mettre un peu de piment, j'y vois pas d'objection. Non, beaucoup de piment. Tu veux l'histoire des clous de girofle? Vas-y, dis-moi. C'est passionnant. Les clous de girofle, c'est le bouton floral du giroflier, qui est un arbuste qui ne poussait à l'origine qu'en Indonésie. C'est arrivé en Europe au IVe siècle après Jésus-Christ. Ça a été offert par l'empereur Constantin au pape de l'époque. Et donc c'est comme ça que ça a fait son entrée en Europe. Et on va le mettre à cuire pendant que je dis mon anecdote, comme ça voilà. Oh, ça n'a pas l'air très bon. Hein. Donc je disais, au Moyen-Âge, les Arabes ont fait le commerce de clous de girofle en Europe et en Orient. Et ensuite, au XVIIe siècle, eh bien, les Hollandais se sont dit, et si on prenait le contrôle à la source des clous de girofle en Indonésie, qu'en plus on brûlait le surplus, donc comme ça les gens sont obligés de passer par nous pour avoir des clous de girofle, et bien, on serait les rois du monde, vu que tout le monde adore le clou de girofle. Donc en fait, ce qu'ont fait les autres, c'est qu'ils sont allés planter des girofliers dans leurs colonies ailleurs. C'était l'idée de qui, ça? Des Hollandais. On va reparler des Hollandais un peu après, parce que tu vas voir... Je fais juste chauffer. C'est des fins calculateurs. Oui, tu fais juste chauffer. Donc par exemple, pour la France, eh bien, on a planté des girofliers à l'île Maurice et en Guyane. C'est une opération qui a été menée par un horticulteur qui s'appelait Pierre Poivre. C'est un bel aptonyme, hein, j'aime bien. Et à Zanzibar, ça a été implanté par le sultanat d'Oman. Tu veux une autre anecdote autour des Hollandais? Vas-y, oui. La noix de muscade. La noix de muscade, eh ben, elle est utilisée en Indonésie depuis plus de 3500 ans. Et les muscadiers, en fait, ne poussent que sur les îles Banda. Et les îles Banda, eh ben, forcément, elles ont été colonisées. Donc la noix de muscade est arrivée en Europe au XIVe siècle. Et ça a été une dinguerie. À la fin du XVIIe siècle, qui est-ce qui s'est pointé sur les îles Banda? Les Hollandais, évidemment. Et les Hollandais voulaient à tout prix avoir la main mise sur les noix de muscade. Sauf qu'à l'origine, c'était les Anglais qui étaient là. Pendant ce temps, à l'autre bout de la planète, qu'est-ce qu'ont les Hollandais comme colonie? Je sais pas. New Amsterdam, qui se trouve sur la côte est de ce qui deviendra les États-Unis. Sauf que les Anglais aimeraient bien avoir leur petite part là. Comment ça alors? Pour la noix de muscade, 2 guerres. Sérieux? Entre l'Angleterre et les Hollandais. Et entre les États-Unis et... Non, 2 guerres juste pour la noix de muscade. Pendant ce temps, il y a le duc de York qui a commencé à faire son petit trou à New Amsterdam et à prendre possession de la ville. Et donc, pour mettre fin à ces 2 guerres et à cette espèce d'immense bordel, les Hollandais et les Anglais se sont mis d'accord. Les Anglais prenaient New York, les Hollandais prenaient les îles Banda. Comme ça, ils arrêtaient de se faire chier. Et donc, en fait, les Hollandais ont été perdants sur toute la ligne, vu que les autres colonies sont allées planter des arbres ailleurs, et que, eh bien, les Anglais, ils ont fait les États-Unis. Enfin, ils les ont pas fait. 2 histoires que tu racontes, 2 histoires où les Hollandais ont voulu le monopole et ils se sont plantés. Et 2 fois ils se plantent en fait. Oui, bravo les Pays-Bas, c'est bien joué. Et après, tu veux l'histoire de la cannelle tant qu'on y est pendant que ça chauffe? Ouais, vas-y. Ça vient d'Asie, c'est l'écorce du cannelier, et on s'en sert en Europe depuis le Moyen-Âge. Et dans l'Égypte antique, ils s'en servaient déjà. Puis comme il y en a à peu près partout en Asie, bah les Hollandais, ils ont pas pu faire de monopole. Et donc pourquoi ça s'appelle des épices à citrouille? Bah parce que ce sont les épices qui sont utilisées dans la tarte aux citrouilles aux États-Unis. D'accord. Voilà. Du coup, il n'y a rien à voir vraiment avec la citrouille. Non, à la base d'ailleurs, dans le pumpkin spice latte, il n'y avait pas de citrouille, il n'y avait pas de pumpkin. Il n'y avait que des épices à citrouille. D'accord, ok. En fait, la recette saisonnière de Starbucks, parce que c'est vraiment Starbucks qui a créé ça, c'est leur recette la plus populaire, qui existe depuis 2003. Et à la base, ils avaient essayé de faire une recette avec de la citrouille dedans pour rappeler la tarte à la citrouille. Et ils ont testé plein de recettes et ils trouvaient ça meilleur avec juste les épices. Et sauf qu'en fait, ça leur est beaucoup tombé sur la gueule en 2015, parce qu'il y avait des colorants, il y avait plein de saloperies pour donner un teint orange et tout ça. Et donc, ils sont revenus sur cette décision, et ils ont mis du sirop de citrouille. Donc en fait, on va boire... Non, c'est de la purée d'ailleurs. C'est plus épais que ce que nous, on va faire. Et donc nous, en fait, on va boire un truc de Starbucks, en fait, là. Oui. D'accord. Mais fait maison. C'est de mieux en mieux, j'apprends des choses, et c'est de plus en plus décevant ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un croque-monsieur avec une boisson de Starbucks, quoi. Tu peux faire couler un café? Oh là! Alors ça, on va sortir... On fait pas de café dans cette maison. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sorti depuis très longtemps, et je ne sais même pas l'utiliser, en fait, mais bon. J'imagine les gens qui adorent le café, tu sais, qui sont très... qui ont leur petite machine et tout ça, et nous, on sort la cafetière des années 90. Tu sais que j'ai failli acheter du café instantané. Ah non, bah non, quand même. On va venir verser le sirop, on va le passer pour enlever les morceaux, qui sont nombreux. Mais après, est-ce que c'est le fait d'avoir écrasé ça en presse purée plutôt que de l'avoir passé à possible? Attendez, je vous fais de la ASMR café qui coule.
Regarde, je vais l'écraser pour en tirer un maximum. Ça fait combien de fois que tu fais cette recette? Parce que j'imagine Première fois. J'imagine que tu l'as testé plein de fois avant de la montrer à nos viewers. Non, je découvre avec vous, écoutez. La question que j'ai envie de poser aussi, c'est pourquoi ça se mange ensemble? Ou est-ce que ça se mange pas du tout ensemble et c'est juste... Je pense que ça se mange pas ensemble, que c'est juste une commande comme ça, faite par un client de l'hôtel, où de toute façon on sera vite fixé. C'est pour vous le faire devant l'épisode. C'est vrai, comme ça vous pourrez vous le faire devant l'épisode. Je pense qu'on le refera devant l'épisode peut-être, nous. Possible. On aura du sirop et tout, on aura beaucoup moins à s'embêter en fait. Oui, une fois que le sirop est fait, en fait c'est facile, hein, tu vas voir. Bah, c'est bon ça. T'es sceptique? Alors, nettoyer la casserole. C'est pas mauvais, mais Ouais. ça se mange pas comme ça, quoi. On va prendre le bocal qu'on avait stérilisé. On va s'en garder un petit peu. Alors, il n'en faut pas énormément. Dans la boisson, il faut juste 2 cuillères. Donc, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Du coup, je vais faire un petit pot pour conserver ce que nous, on va utiliser. Et là, je vais pouvoir me faire un bocal qu'on va stériliser et laisser refroidir. Vous refermez, vous protégez et vous retournez. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et vous pouvez le conserver au frigo pendant plusieurs semaines. On va faire chauffer du lait maintenant. C'est 150 ml de lait par personne, donc on va faire bouillir 300 centilitres. Oui, voilà, 300 ml. Je suis mathématicien. Dans le sirop de citrouille, on a oublié de mettre la gousse de vanille. Tant pis. Pour moi, il va avoir 10 centilitres de lait en plus, vu que j'ai pas de café. Moi, quand on m'a dit tu veux faire des vidéos Doctor Who, c'est pas à ça que je m'attendais. Tu sais que ça, normalement, c'est pour protéger les théières. C'est maintenant que tu me le dis. Alors, on n'a pas Bordel. besoin de mettre de matière grasse dans cette poêle parce que je vous rappelle que ça, c'est plein de beurre. On va mettre un toastie, 2 toasties. C'est un peu décevant parce que c'est un peu trop facile, je trouve. Parce que sérieusement, on aurait fait une carbonade flamande ou un truc comme ça, tu vois. Là, ça aurait été rigolo. Il n'y a pas de carbonate flamande dans Doctor Who, à un moment. Bah, peut-être un jour. On va laisser griller 3-4 minutes de chaque côté à un feu entre doux et moyen. Ça va dépendre un peu de la puissance. Et le lait, il faut faire très attention parce que ça bout très vite. Et si ça bout, après, ça fait un truc dégueulasse au-dessus, là. On commence à avoir faim, hein. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va bientôt manger. Alors je vais prendre un mélangeur. Vous pouvez utiliser une cuillère. C'est juste pour montrer que t'as un mélangeur à J'ai un cocktail. mélangeur à cocktail. C'est quoi ça? Ça, Oui. c'est le sirop. Y'a que ça? Non, il y a un pot complet. Tu m'as pas vu le remplir. Le but, c'est que tout soit à peu près prêt en même temps pour que tout soit un peu chaud. 2 verres, 2 assiettes. Je vais prendre du thé noir pour moi. Bah vas-y, montre-la ta boîte à thé. Le vrai prince du peuple. Moi, je vais devoir mettre 25 centilitres de lait à infuser, donc je vais le faire là-dedans, tant qu'à faire. Et après, on va pouvoir commencer le montage du pumpkin spice latte en lui-même. Ah, je pense qu'il va falloir retourner les... Ouais, je m'en occupe. Tu t'en occupes? On les a retournés. Maintenant, on va faire de l'autre. Et on va pouvoir commencer un petit peu le montage. Moi, je vais laisser infuser mon thé. On va commencer, hop, par mettre le sirop de courge. À peu près faire moite-moite. En vrai, ça a l'air bon. Bah oui, ça a l'air bon. Ensuite, on va mettre le café. En fait, il faut mettre 2 espressos normalement. Mais comme on n'a pas de machine à espresso, on va venir mettre le lait par-dessus. Et t'as vu, il y a beaucoup plus de lait que le café, hein, du coup. Tu vas remettre un peu de café? Bah, je pense en vrai. hein. C'est pas très orange. Hein. Donc là, tu vas pouvoir mélanger avec la cuillère à cocktail. Ah ouais, tu fais ça bien. Ça, on voit que tu maîtrises le cocktail. Hein. Tu triches, tu es comme moi. La chantilly. Enfin quelque chose de bon. Ça, tu sais faire. Ah, c'est beau, c'est beau. Normalement, il faut mettre un peu de cannelle. Cannelle, cannelle. C'est ici. Wow. Tada. Mais on va se régaler. Alors, la chantilly est complètement retombée. Bah oui, on a pris 50 photos pour les vignettes et tout. On va pouvoir goûter. Bah allez, on va goûter. Par quoi tu veux commencer? Bah pour ça, mais quoi. Allez. Du coup, c'est ultra salé. Parce que je viens de percuter que les Anglais ils utilisent du beurre doux. Ah oui. Alors pas se mentir, hein, c'est un goût de croque-monsieur quand même. Hein. Mais c'est un bon croque-monsieur. C'est un bon croque-monsieur, j'avoue. Donc à retenir, il faut utiliser du beurre doux. Ou alors en mettre moins, enfin, je sais pas. Ah mais ça n'aurait pas eu autant de croustillance, parce que c'est très croustillant, c'est ultra gras. Hein. Non, à peine. Bon, on peut goûter ça, là. C'est super bon. On dirait une espèce de chai. Tu peux goûter Ouais. avec que du lait. On dirait vraiment un chai latte. Ah, ça n'a pas le même goût, c'est rigolo. Je peux goûter, tiens? Bah vas-y, ouais. Comme ça, là, je dirais qu'on peut mettre plus de sirop dans le mien. Ouais, le tien mériterait plus de sirop, parce que là, ça a plus un goût de latte légèrement épicé.
Non, je pense qu'il faut juste mettre un peu plus de sirop, en fait. Mais c'est super bon. En vrai, c'est délicieux. En vrai, j'avoue, je suis content qu'on ait fait ça parce que c'est super bon. Ça sent que c'est une boisson Starbucks, en fait. Bah, votre sirop, regardez tout ce qu'il y a. Vous imaginez le nombre qu'on peut faire avec ça? Ah, parce qu'en fait, au final, on met du café, du lait, et c'est bon, en fait. Ouais, c'est ça. Tu mets 2 espressos, 15 centilitres de lait. T'es même pas obligé de mettre de la chantilly, tu peux juste laisser comme ça, ou alors mettre du lait fouetté, battu, ce que tu veux, si t'as une machine qui sait le faire, ou alors avec un petit coup de fouet électrique ou quoi que ce soit. Et c'est trop bon. C'est sympa. Écoutez, franchement, si vous voulez un repas pour le 25 au soir, prenez peut-être un petit peu d'avance pour faire le sirop de citrouille, parce que normalement, en plus, il faut attendre qu'il soit froid. Je pense que ça doit un petit peu ressortir les arômes, tu vois. Vous prenez une demi-heure avant l'épisode, vous faites votre petit repas et puis vous thématique. Prenez votre photo à mettre sur Instagram. Ce soir, c'est l'épisode, glou glou, miam miam, et puis voilà. En plus, vous pouvez rajouter de l'alcool là-dedans, je pense. Oh, bah tu peux en faire un grog, hein. On espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu particulier, écoutez. Nous, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. On s'est bien amusé. Je me suis éclaté. J'espère que vous allez aimer le... Pourquoi ça devient du Québec, un semblant de québécois, là? Je trouve qu'on dirait plus un début d'accent liégeois. Une fois. Bref, avant d'offenser tout le monde, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un très bon Joy to the World, et à très vite sur Pepperpot.